Éric Rochard, c'est vous qui prenez la suite. Vous êtes directeur de recherche à l'IRSTEA de Bordeaux, où vous dirigez l'unité de recherche écosystèmes aquatiques et changements globaux. Vous vous intéressez particulièrement à la façon dont les espèces migratrices réagissent aux trois grands facteurs que sont la fragmentation des habitats, la contamination des milieux et le changement climatique. C'est précisément le changement climatique que vous avez choisi de nous parler et, sauf erreur de ma part, vous serez premier à le faire de façon pleine, je vais dire, et notamment de l'étude de cette possibilité qu'ont les poissons migrateurs dans ce contexte de changement climatique, de prospecter et de coloniser de nouveaux bassins versants, ce qui à l'avenir pourrait éclairer les actions de gestion et de conservation. Merci, bonjour à tous. Merci à MRN pour l'invitation. Ce que je vais essayer de vous présenter ce matin, c'est un petit panorama des travaux de recherche qui ont été faits assez récemment sur cette question-là concernant les migrateurs amphihalins, et puis aussi de pointer ce qui est en cours, en partie, et puis les questions qui restent ouvertes, il y en a beaucoup. Et l'idée, c'est qu'à travers ces travaux de recherche, ça puisse vous donner des idées, vous, en termes de plus opérationnels de gestion, de comment interpréter les résultats que vous observez ou comment imaginer ce que va être demain. Alors la première chose, c'est que le changement climatique, ça se rajoute au reste. Ça règle rien sur la contamination que vient d'évoquer Eric, ça règle rien sur les aspects dégradation des habitats, ça règle rien sur la fragmentation. Donc ça s'ajoute, donc quelque part, ça complexifie le système. Le premier truc, c'est que c'est une augmentation de la température. De façon assez systématique, ça entraîne une diminution de la quantité d'oxygène dans l'eau. Une fonte des banquises, elle est lointaine certes, mais elle existe. Une modification des courants marins. On vient de voir dans le cas de l'anguille que ça a des effets, ça peut avoir des effets. Bien sûr, une modification de la pluviométrie, on l'a vu cette année, mais c'est de façon plus largement bien avérée, avec une modification des débits, une modification des régimes hydrologiques, des rivières en assec qui vont se multiplier encore plus. Une moindre dilution des contaminants, c'est-à-dire qu'à la même quantité de contaminants dans le milieu, s'il y a 2 fois moins d'eau, la concentration est 2 fois plus forte. C'est mécanique et immédiat. Une diminution de l'enneigement, ça va avoir des effets également sur les aspects hydrauliques, modification des régimes. Après, c'est moins évident d'avoir une action directe sur les migrateurs, mais une modification des rayonnements en UVB, modification de la concentration en CO2 dans l'air, ça se joue beaucoup sur les végétaux et il y a des effets indirects via les habitats sur les poissons. Acidification des eaux, ça a beaucoup été traité en zone marine, parce que pour les problèmes de mollusques et de coraux, pas trop en eau douce, mais on a quand même des mollusques en eau douce, ils vont être affectés par ça. Développement des végétaux aquatiques, je l'ai dit avant, du coup ça modifie les habitats, ça a été montré dans certains cas que ça peut être embêtant. Montée du niveau des mers, c'est encore assez compliqué parce que selon les différents scénarios, on peut arriver à des chiffres très extrêmes. Le consensus actuel, c'est qu'on devrait être autour d'1 mètre au moins. Il y a des cas où on monte à 3 ou 7 mètres selon la façon dont les glaciers antarctiques vont se casser la figure dans l'eau. Mais c'est complètement, ça peut arriver immédiatement ou pas. Et on voit tout de suite que les effets sur les migrateurs, pas uniquement, mais on parlait de dépolluérisation. Là, ça va être de la dépolluérisation forcée si on monte de 3 mètres d'un coup. Voilà, donc ça c'est le contexte un peu général qui touche pas que les migrateurs. Alors les travaux qui concernent les migrateurs ont été faits sur le continent européen. Donc moi je suis à 29 espèces, Laurent est à 12. J'ai rajouté un saumon pacifique qui est quand même maintenant bien installé sur le nord de l'Europe. J'ai pas encore mis la lauze du Rhône, il va falloir que je mette à jour. Tout ça pour dire que voilà, les travaux ne concernent pas une espèce en particulier, ça a été fait sur plein d'espèces différentes. Il y a un papier qui résume assez bien les différents effets qu'on peut attendre du changement climatique sur le vivant. Donc c'est le papier que j'ai repris pour essayer de cadrer un peu ma présentation. Il y a d'abord des effets, sur la physiologie. C'est-à-dire que ça s'applique à tout le vivant. C'est-à-dire que chaque espèce, animale ou végétale, elle a un optimum thermique. L'optimum thermique, il a une zone de tolérance qui est plus ou moins large, et puis il y a des extrêmes. Dans les extrêmes, on meurt, que ça soit trop chaud ou 3 fois. Et ça s'applique tout le temps. Et c'est un croisement, en fait, entre la température et l'oxygène. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est ce qu'on appelle une fenêtre oxythermique. Il y a un peu de variation au sein d'une espèce quand elle est très largement distribuée entre les populations nord et les populations sud.
Ça bouge quand même très peu et très lentement, de façon évolutive. Alors du coup, ça a des effets sur, voilà, 2 exemples sur la croissance. C'est des trucs bien connus où on voit, par exemple, pour les petits saumons, voilà, il y a un optimum de croissance. La courbe, en général, elle est dissymétrique. Donc à gauche, c'est purement de la température. À droite, c'est le croisement température-oxygène sur les petits esturgeons. On voit effectivement, voilà, c'est pas que la température toute seule. Il faut vraiment prendre les deux en même temps. Donc ça s'applique tout le temps. Ces travaux-là, c'est purement expérimental. Donc c'est ce qu'on voit en expérimentation. Dans la vraie vie, ça doit être à peu près ça, mais sans doute plus compliqué parce qu'il y a plein d'autres facteurs qui jouent. Alors dans la vraie vie, ce qui se passe, c'est que si je reviens sur l'oxygène, on attend une modification de la concentration d'oxygène liée à la température, et donc l'espace vital qui va être associé dans la tranche d'eau au poisson va se réduire, quelle que soit l'espèce. C'est-à-dire qu'en surface, il va faire un peu trop chaud. Au fond, on risque d'avoir des zones désoxygénées, de façon un peu caricaturale, hein. Et donc on va avoir une restriction des habitats disponibles dans les mêmes secteurs. Donc ça, c'est ce qui est attendu de façon assez systématique, quelles que soient les espèces. Et donc les défis qu'il y a sur ces aspects-là, c'est mieux évaluer les effets de la diminution des débits. Les fenêtres oxythermiques, il y a celles qu'on connaît, c'est des travaux expérimentaux, c'est de plus en plus compliqué. On a encore des travaux en cours, nous, sur les 2 espèces d'alloses. La grosse question des interactions température-contaminants, c'est pas clair, c'est compliqué, on va jamais y arriver. On va y arriver sur quelques contaminants, mais il y en a tellement qu'on ne pourra pas le faire. Et les effets sont pas évidents. Il y a de la synergie dans certains cas, il y a de l'antagonisme dans d'autres cas. Les effets cocktails sont tellement multiples que là, on manque vraiment d'une méthode pour comment appréhender ça. La question des interactions avec les biofilms qui est importante, parce qu'on sait qu'on va avoir une multiplication de certaines espèces, des biofilms, de façon très forte. Et donc, toutes les interactions qui vont avoir lieu entre les embryons et les biofilms sont sans doute des questions qu'il va falloir regarder un peu plus précisément pour toutes les espèces qui sont en contact avec le biofilm, enfin dont les embryons sont en contact avec le biofilm, il y en a quand même beaucoup, quoi. Alors après, il y a des choses qui vont vite dans le domaine scientifique et qui peuvent avoir des retombées. Alors, il y a toutes les questions du retour à la biologie de synthèse, aux génies génétiques. On a des poissons OGM aujourd'hui, il y en a qui sont brevetés. Pour l'instant, ils sont dans des zones, ils sont pas dans le milieu naturel. Les outils génétiques deviennent très simples d'utilisation. On peut commencer à bricoler beaucoup de choses. On peut commencer à bricoler des individus avec des gènes qui leur donnent une meilleure résistance à la température, par exemple. Et c'est des gènes qui donnent également une meilleure résistance aux contaminants. Donc tout va bien. Tout va bien. On peut juste bricoler tous nos poissons et puis voilà. Et les outils vont vite. Vous avez entendu parler des ciseaux génétiques qui permettent d'aller encore plus vite maintenant. L'exemple en dessous n'est pas directement lié au changement climatique, c'est qu'on est capable de faire des chimères assez facilement. C'est-à-dire que d'implanter des cellules germinales d'une espèce dans une autre espèce, et donc la gonade de l'espèce B, en fait, c'est celle de l'espèce A. Et donc vous avez un poisson rouge qui va avoir des embryons et des œufs d'une autre espèce, par exemple. Alors, du coup, quelle va être la résistance des embryons de cette chimère? On n'en sait rien, on ne sait même pas comment l'appeler, la chimère. Ça existe, c'est en cours, et ça va vite. Pour l'instant, c'est pas dans le milieu naturel. Est-ce qu'on pourra l'empêcher? Je suis pas sûr. Après, si on regarde sur les aspects plus phénologiques, les traits de vie sont liés à la distribution à l'échelle du globe. Par exemple, ça, c'est l'exemple sur la grande allose, on voit que l'âge et la taille à la reproduction, c'est lié à la latitude. Et donc ça, c'est ce qu'on observe aujourd'hui. Et on peut faire l'hypothèse qu'avec un changement climatique, du coup, le phénomène va se retrouver de la même façon. Donc ça permet d'anticiper un peu quels vont être les traits de vie des individus dans le même endroit, mais avec des conditions environnementales changées. Donc ça, c'est des choses qui existent maintenant dans la littérature, qui permettent déjà d'avoir une petite idée de ce que ça va donner. Après, les espèces peuvent réagir de façon très très bizarre au niveau phénologique. Vous avez un cycle d'un saumon du Pacifique, et vous voyez bien que ce cycle permet qu'il y a plein d'options. Et il y a plein d'options phénotypiques en fonction des conditions environnementales. Et cet esturgeon à droite qui saute, il est là parce que dans le cycle de l'esturgeon, ils sont en mer en gros tout le temps, sauf au moment de la reproduction. Il se trouve que dans le golfe du Mexique, où il fait très chaud, ils ont décidé de faire une migration supplémentaire en été. Et donc en été, ils remontent dans les rivières au frais. Mais c'est pas prévu. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'est pas à l'abri de surprises. C'était pas prévu que ces esturgeons systématiquement remontent en été, se mettent au frais dans la rivière. Normalement, ils sont en mer. Mais trop chaud, on remonte en rivière. Bon, c'est juste une illustration que
attention, il y a ce qu'on sait, ce qu'on croit savoir, la plasticité qui est importante, et puis on peut avoir des surprises dans tous les sens. Là, c'est un travail qui est en cours avec EDF sur le couplage température-débit. Et la question, c'est que aujourd'hui, on connaît les conditions optimales, par exemple pour l'anguille, à la fois pour la montaison et la dévalaison, des couples température-débit. Et donc, on est capable de savoir, dans le passé, alors les collègues ont même regardé ça pour le Rhône, quels étaient les couples température-débit qui ont été observés. Là, ils ont entre 23 et 40 ans de données sur le Rhône. Et on est capable de positionner là-dedans les conditions favorables, que ce soit pour la montaison des civelles ou la dévalaison des anguilles argentées. Donc ça, c'est ce qu'on fait avec les données disponibles. Alors, on est capable aujourd'hui de projeter ça sur des scénarios et donc d'avoir une idée sur comment est-ce que, simplement en regardant ce couple température-débit, on voit bien qu'on a vu qualitativement, on sait au moins comment ça va bouger, ça donne une idée de quelle façon est-ce que les conditions favorables pour la réalisation de ces migrations vont être altérées. Alors, les effets sur la distribution des espèces, c'est les choses qui sont peut-être les plus connues. Je vais passer un peu plus vite. Alors, la truite, un très beau travail qui a été fait par les collègues espagnols catalans, sur l'Aragon, sur le versant sud, c'est ça pour Marc qui est encore là. Et ils ont regardé sur longtemps, une 40 ans, la distribution de la truite sur ce bassin, et puis comment il évoluait. Alors, ce qu'ils ont observé, c'est une diminution de la surface d'habitat favorable. En gros, la truite remonte de plus en plus sur le sommet des Pyrénées, et puis une diminution de l'abondance de l'espèce. Donc ça, c'est ce qui a été observé. On viendra juste après dans la partie scénario, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire de cette observation. En tout cas, voilà, il y a de l'observation évidente sur restriction d'une distribution d'habitat. Le cas de l'éperlan qu'on a documenté en Gironde, petite espèce migratrice d'eau très froide, une distribution nord, il était en limite sud en Gironde, il a disparu. Pourquoi il a disparu? En gros, la température a monté, la croissance a ralenti, du coup, l'âge à la reproduction a été atteint non pas à 1 an, mais à 2 ans. Du coup, une mortalité d'un an supplémentaire. Du coup, on plante la dynamique de population, des effectifs, extinction locale. Mécanisme classique de mortalité et d'extinction locale en limite sud d'aire de répartition. Vous allez le voir partout sur toutes les espèces qui sont en limite sud. Bon, ça peut être amplifié par autre chose. Mais ça, c'est le mécanisme classique. Donc, du coup, comment on essaie de voir les changements de distribution? On part en général des distributions observées en remontant comme on peut. On part des facteurs de l'environnement, et puis on essaie de comprendre comment ça se lie. Puis on choisit des scénarios de changement climatique. Ce qui est compliqué à comprendre, c'est que, quelle que soit la qualité du modèle, qu'il soit climatique ou qu'il soit biologique, ça reste un scénario derrière. Et donc, la probabilité des scénarios, elle est liée aux décisions de nos sociétés. Donc, il n'y a même pas de jugement de probabilité d'occurrence d'un scénario ou d'un autre, quoi. Enfin bref, on prend ces scénarios et puis on mouline tout ça. Et ça nous donne quoi? Ça nous donne le potentiel des zones ou des régions favorables et puis celles qui sont défavorables. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces mécanismes d'extinction, il y a ce qu'on appelle une dette d'extinction, c'est-à-dire que l'extinction est plus lente que ce qui devrait être, parce qu'il y a des phénomènes de latence. Et puis la colonisation est aussi plus lente que ce qui devrait être. Voilà. Donc il y a des effets retard sur les deux. Il y a plein de trucs là-dessus. Voilà, ça, c'est juste des exemples pour montrer qu'on l'a même fait sur la lamproie marine. Et sur l'ensemble des bassins, donc ça, c'est l'ensemble des bassins européens qu'on a moulinés sur toutes ces 29 espèces européennes. Là, pour dire que sur l'ensemble, il y en a 8 sur lesquels on n'arrive pas à reproduire le patron observé pour cet exemple de la lamproie marine, c'est juste une illustration. Et le modèle de distribution de la lamproie marine, on l'explique avec ces 3 paramètres, la longitude, les précipitations et la température de l'air. Bon, c'est juste une illustration. Pour dire comment c'est construit, c'est des modèles qui existent, qui sont disponibles, les résultats sont disponibles, c'est publié. Un exemple pour le mulet, pour montrer qu'il y a des espèces pour lesquelles, au contraire, les choses deviennent de plus en plus favorables, puisque le mulet, en gros, on n'imagine aucune disparition liée au changement climatique. Au contraire, il va pouvoir coloniser au joie toute la Baltique et l'Europe du Nord, et il remonte en gros de 6 degrés, et on l'observe déjà pas mal. Donc c'est une espèce qui répond positivement au changement climatique. Elle répond également positivement à la fragmentation. Donc tout va bien pour le mulet. Et comme personne ne veut en manger, en plus, il prolifère. Donc bon, tout va bien pour le mulet.
Si je reviens à ma truite de l'Aragon, et qu'à partir des résultats des suivis des collègues, on est capable de projeter en fonction des différents... Alors là, ils n'ont pas projeté en fonction du temps, ils ont projeté en fonction du delta de température. On peut faire parce qu'on peut toujours spéculer à quel moment est-ce qu'on aura plus 1, plus 2, plus 3 degrés. Et donc là, ils ont regardé. Ce qu'on voit, c'est qu'à plus 3 degrés, il n'y a plus de truites dans les Pyrénées. Et quand il n'y a plus de truites dans les Pyrénées, il n'y en a plus dans le Massif central, je peux vous le dire déjà. Ça a été publié par les collègues de Toulouse. Donc l'extinction de la truite, peut être oiseau de mauvais augure, mais l'extinction de la truite, elle est attendue. Ok, les perspectives là-dessus, ça reste des modèles, c'est pas la vraie vie. Ça permet d'expliquer, ça permet de se projeter, ça permet de réfléchir. On a des choses à améliorer sur les modèles. Il y a des cas où on a des écarts. On sait à peu près pourquoi on a des écarts, mais il faut qu'on continue à travailler là-dessus. Voilà. Alors, ça, c'est des modèles statistiques. Je dirais que c'est la vieille génération de modèles, ceux qui sont publiés depuis une dizaine d'années. Les modèles plus récents, c'est des modèles, je ne vais pas rentrer dans les détails, qui intègrent une flopée de modèles de dynamique de population. Alors, celui qui a été développé par Thibaut Rougier chez nous, il intègre... en fait, il a 73 bassins versants. En fait, il a potentiellement 73 dynamiques de population à intégrer. Et ça permet de simuler simultanément la dynamique de chacune de ces populations potentielles, les errances et les homines, en fonction des hypothèses qu'on fait, et en tenant compte des conditions environnementales de chacun des bassins et des zones marines associées. Il a été calé sur la LOS, mais c'est un modèle générique. Donc il peut fonctionner sur n'importe quoi comme espèce de poisson migrateur, uniquement les espèces anadromes, potamotoques, tels qu'il est construit. Et donc ça donne, là encore, on peut explorer les modèles, on peut explorer les scénarios, et en fonction de ce modèle, on obtient en gros la même chose qu'avec les modèles statistiques. Ils ont l'avantage et les inconvénients, les deux, et donc là, ça nous donne une idée de, selon ce scénario, qui est le scénario le plus drastique de réchauffement, à quel moment est-ce que cette espèce-là, c'est la grande alose, coloniserait naturellement, avec les mécanismes qu'on imagine, la Seine, l'Escaut ou le Rhin. Bon. Alors, donc ça, le premier, c'est un modèle générique, multibassin. Les collègues de l'INRA ont une autre approche. Ils ont développé un modèle spécifique sur le saumon, qui est beaucoup plus raffiné en termes de fonctionnement, et notamment qu'embarque une dimension génétique que le précédent n'embarque pas. Alors, du coup, il fonctionne à peu près de la même façon, c'est-à-dire qu'on est capable de simuler, ici en bas, on ne voit pas très bien sur la photo, c'est des augmentations de température, et puis en abscisse, et en ordonnée, c'est en gros la qualité de la zone marine. Et là encore, on est capable de simuler, selon ces scénarios, l'extinction, le devenir ou la raréfaction d'une population. Voilà. Donc, là, c'est juste une illustration de ce modèle qui a des mécanismes qui sont beaucoup plus riches que le précédent. La rançon, c'est qu'il ne marche que pour une espèce. L'autre est plus générique et plus bassin. Bon, voilà. C'est juste pour vous donner l'illustration de ce qui existe actuellement. Ça, c'est des modèles qui tournent, mais qui sont encore en cours de développement. Donc, dans les perspectives, c'est effectivement d'affiner ces mécanismes-là. Alors, toujours le problème, c'est que plus on affine des mécanismes, plus on rentre de paramètres, plus on a des problèmes d'incertitude sur nos modèles. Bon. Alors, le premier, GR3D, va pouvoir tourner sur d'autres espèces. Il y a la question de la validation de ces modèles. C'est ouvert, il y a des travaux en cours. Il y a des travaux sur les services rendus par les espèces. Donc là, il y a un projet Interreg en cours sur services écosystémiques rendus par ces espèces croisés avec le changement climatique. C'est-à-dire qu'une espèce qui disparaît quelque part, quelles conséquences au niveau socio-économique, et elle apparaît quelque part, enfin, elle apparaît entre guillemets, dans un nouveau bassin, comment ça se passe au niveau socio-économique. C'est arrivé d'une espèce qu'on ne connaît pas, le mulet quand il arrive sur le nord de l'Allemagne, et puis de l'autre côté, quand il n'y a plus de migrateurs, de l'autre côté. Après, il y a la question des migrateurs allochtones. Je mentionnais le saumon du Pacifique qui est arrivé par la Russie, enfin, pas naturellement, et qui maintenant est bien installé sur la Norvège et sur les îles britanniques. La question des OGM, je ne sais pas. Et les travaux plus fondamentaux sur la reconstitution des distributions préhistoriques. Est-ce qu'on est capable de repartir de la glaciation et à rejouer et voir les distributions? Scientifiquement, c'est intéressant. En termes de gestion, je ne suis pas sûr qu'il y ait des conséquences immédiates, mais bon, c'est assez rigolo. Voilà. Alors après, de façon plus générale, si on regarde dans les mécanismes, il y a un avantage aux espèces non natives au changement climatique. C'est-à-dire que
Là, ce n'est pas fait spécifiquement sur des poissons migrateurs, ni même sur des poissons. Mais ce qu'on voit, c'est que les espèces non natives répondent mieux, dans le même groupe, à la température et à l'augmentation de CO2 que les espèces natives. Donc ça, c'est un premier élément. Ensuite, si on peut y avoir des effets via les réseaux trophiques sur la disponibilité des proies, c'est peut-être des choses qu'on a déjà vues. C'est-à-dire que si on augmente la température, on change la composition des communautés de proies. Par exemple, voilà, on aura moins de chironomes, mais on aura plus d'éphémères. Ça, c'est aussi expérimentalement, ça a été travaillé. Donc du coup, on a des effets sur les espèces qui sont extrêmement strictes sur la composition de leur régime alimentaire. Alors après, on peut artificialiser le bazar, on peut modifier localement les relations entre la température de l'eau, on ne peut pas rentrer dans le détail, il y a des endroits où on utilise des réservoirs d'eau froide pour garder de l'eau froide pour la migration des saumons du Pacifique, par exemple. On peut bricoler, mais après, le bricolage coûte cher, il a des conséquences économiques, sociales, puis il faut savoir pourquoi on le fait, quoi. Mais ça existe. Alors, il y a cette grosse question des interactions. Les modèles, ils sont tous, pour l'instant, c'est tous des modèles spécifiques. On sait qu'il va y avoir des interactions. Je vais montrer le changement de la composition des communautés. On ne sait pas dans quel ordre ça va se faire, on n'a pas les modèles pour tout le monde. On peut avoir des effets qu'on appelle match-mismatch, c'est-à-dire que la proie disparaît, du coup, ce n'est pas le changement climatique qui va directement jouer sur l'espèce en question, mais c'est le fait que sa proie a disparu. Ça, on n'en sait rien pour l'instant, ou quasiment rien. Il y a des travaux en cours, mais on ne sait pas trop. Donc ça, c'est vraiment les grosses questions. Et même méthodologiquement, on commence juste à avoir des idées sur la façon dont on peut faire ça. Après, il y a des trucs qu'on ne sait pas faire. Si on construit des nouveaux réservoirs, parce que vous avez entendu dire qu'il faut créer de nouvelles ressources en eau, on est incapable pour l'instant de voir clairement comment on évalue les conséquences de ces nouvelles ressources, via les modifications des régimes. On ne sait pas faire ça, pour l'instant. Donc c'est une question qui est posée par la société, mais on ne sait pas répondre. Alors après, il y a encore un autre truc. Quand il n'y a pas de possibilité de repositionnement, c'est-à-dire on est sur une mer fermée, on prend la Caspienne, ok, les espèces elles résistent, et puis à un moment, il faut qu'elles se déplacent, mais elles ne peuvent pas se déplacer, la mer est fermée. Donc là, on est sur un cas qu'on a actuellement sur les îles, avec des végétaux ou des insectes qui n'existent que dans une île. Et donc la question, c'est l'île va être inondée rapidement, qu'est-ce qu'on fait? On laisse disparaître l'espèce qui n'existe que là, ou on la déplace ailleurs. Donc là, il y a eu une quinzaine d'années de débats infernaux dans la littérature scientifique, avec certains disant non, on touche à rien, et d'autres disant il faut déplacer. Aujourd'hui, le consensus dans ce qui se fait, parce qu'en fait, quand on déplace une espèce dans un endroit où elle n'existait pas, c'est une introduction juridiquement ou réglementairement. Et ça a des conséquences parce qu'on est rarement capable de déplacer une espèce sans déplacer avec elle son cortège de bactéries, de champignons, de parasites, etc. Donc les réticences, elles sont là-dessus. On n'emmène pas qu'une espèce, on emmène tout le monde. Et puis quelles conséquences sur l'écosystème où on la met, etc. On n'en sait rien là. Le constat aujourd'hui, c'est que sur les poissons, il n'y a rien. Sur les végétaux, ils ne se posent plus la question, ils font. Réglementairement ou pas, à l'échelle européenne ou nord-américaine, on fait. C'est-à-dire qu'on déplace gaillardement toutes les espèces végétales, on les introduit en dehors de leur zone de répartition pour éviter qu'elles disparaissent. Voilà. Les Américains le font sur une espèce de poisson, le bluegill. Ils ont décidé que non, ils voulaient continuer à pêcher le bluegill à la mouche. Il était hors de question qu'il disparaisse. Donc ils déplacent les bluegills bassin par bassin au fur et à mesure. Bon, voilà, je vous mets juste dans les pattes ce débat sur repositionnement. On l'a vu sur le silure que personne n'a décidé d'introduire le silure. Le silure a été introduit. Donc là, personne ne décidera peut-être d'introduire les esturgeons de la Caspienne dans Sud-Bretagne. Pas vu que ça ne se passe pas. Je ne porte pas de jugement là-dessus. Voilà. En conclusion, voilà, j'espère que vous avez une petite idée de ce qu'on sait, de tout ce qu'on ne sait pas, des questions qui se posent, et voilà, qu'il y a des questions quand même, des solutions qui posent des questions éthiques, que ce soit sur des poissons bricolés ou les écosystèmes bricolés ou les transferts. Et j'espère que ça peut vous aider à éclairer votre quotidien. Voilà, merci.